En 30 secondes de temps à l'antenne, Novak Djokovic peut générer jusqu'à 2 millions de dollars de visibilité pour ses sponsors. Les sponsors, ce ne sont pas juste des logos. Ils investissent des milliards annuellement dans le sport et changent radicalement la donne pour les athlètes qu'ils soutiennent. Mais pourquoi sont-ils si essentiels? Et que gagne chaque partie au juste? Amis du jour, bonjour! Bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle formule sur ma chaîne. Tous les 15 jours, nous allons parler de sport. De foot, de rugby, de tennis bien sûr, mais pas que. Nous allons élargir nos horizons, découvrir de nouvelles disciplines moins connues et découvrir ce qui se cache vraiment en coulisses. Et surtout gratter sous la surface pour découvrir ce qui se joue vraiment en coulisses. Argent, science, stratégie, tous ces mécanismes qui font tourner le monde du sport. Et justement, derrière chacun de ces événements, il y a des millions de dollars d'investissements sponsors. Mais concrètement, ça sert à quoi ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant dans le dossier du jour. Première chose à comprendre concernant les sponsors, c'est qu'on ne parle pas là de quelques millions, mais d'une industrie de 66 milliards en 2022, avec une prévision de croissance à 108 milliards d'ici 2030 selon Statista, un institut allemand de statistiques. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Rien que pour la F1, en 2025, les sponsors ont investi 2,9 milliards de dollars. Un record avec 10% de plus par rapport à 2024. Et on ne parle là que de la F1. À l'US Open de tennis, maintenant, Chase Bank sponsorise cet événement depuis le début des années 80. Soit plus de 40 ans d'un partenariat continu. Leur contrat actuel, plus de 20 millions de dollars par an minimum. L'équipementier Wilson fournit lui les balles officielles depuis plus de 45 ans. Un partenariat historique qui fait de Wilson la balle officielle depuis des décennies. Même si les détails financiers restent confidentiels. Quant à la joaillerie de luxe Tiffany & Co, elle crée les trophées de l'US Open depuis 1987 et a renouvelé son partenariat multi-année en 2023. Un contrat qui reste confidentiel également, mais qui s'inscrit dans les 118 millions de dollars de revenus total de l'événement en 2024, selon Global Data. Mais le plus fou, vous allez le voir, c'est la diversification. À l'US Open, encore une fois, depuis 2022, on trouve maintenant La Roche-Posay comme partenaire crème solaire officiel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont identifié que la majorité des spectateurs de tennis appartenaient à la classe moyenne supérieure. Exactement leur cible pour leurs produits dermatologiques premium. Et regardez cette évolution. En 1985, un sponsor Grand Chelem payait en moyenne 500 000 dollars. Aujourd'hui, entre 15 et 50 millions selon la catégorie. Soit 30 à 100 fois plus cher qu'il y a 40 ans. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un sponsor obtient pour ces sommes astronomiques? Prenons un cas concret. Le BMW PGA au Wandsworth Club en Angleterre. BMW célèbre en 2024 ses 20 ans comme sponsor titre de cet événement, ce qui témoigne d'un partenariat durable et stratégique. Ce tournoi fait partie des Rolex Series, l'élite du DP World Tour, avec une dotation de 9 millions d'euros, c'est-à-dire les sommes remportées par les joueurs, soit le niveau le plus élevé du circuit européen. En échange de son sponsoring titre, BMW obtient une visibilité maximale, avec son logo présent sur tous les supports. Des expériences VIP exclusives pour ses clients, avec pavillon d'hospitalité privée et parking privilégié. Le statut de marque automobile officielle et une plateforme pour promouvoir ses valeurs officielles. Ces partenariats multimillions permettent de financer cette dotation massive, la production TV internationale et la logistique d'un événement qui attire les meilleurs joueurs mondiaux. Le championnat soutient également des œuvres caritatives, avec par exemple plus de 150 000 livres sterling levés depuis 2022 pour Calm, une association britannique de prévention du suicide chez les jeunes hommes. Les montants exacts des contrats restent confidentiels, mais l'impact est mesurable. 8000 points aux vainqueurs au classement Race to Dubai, le championnat annuel qui récompense le meilleur joueur européen. Avec une diffusion mondiale et un statut d'événement quasi majeur qui en font un investissement stratégique sur le long terme. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Plus de sponsors égale budget plus élevé, égale meilleur joueur égale plus d'audience TV, égale plus d'attractivité pour les sponsors. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est exactement ce qui s'est passé avec la F1. L'arrivée de Liberty Media en 2017 a fait passer les revenus sponsors de 1,2 à 2,9 milliards en 8 ans. Côté athlète maintenant, vous allez le voir, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Prenons pour cela des exemples récents et documentés. D'abord, les bénéfices. Une étude de Sports Financial Literacy Academy sur 173 athlètes montre que les sportifs sponsorisés ont accès en moyenne à 35 000 dollars d'équipement par an contre 8 000 dollars pour les non sponsorisés, un staff médical permanent pour un coût équivalent à 45 000 dollars annuels et des frais de déplacement couverts, ce qui représente une économie moyenne de 25 000 dollars par saison. Résultat, 20% de performance supérieure en moyenne les 2 premières années post-signature pour les athlètes sponsorisés comparés aux non sponsorisés. Logique,
Lorsque tu ne stresses plus pour payer ton préparateur physique, tu peux mieux te concentrer sur ton sport. Mais écoutez ça, cette même étude révèle que 68% des athlètes déclarent subir une pression de performance amplifiée après signature. Prenons un exemple concret. La joueuse de tennis Naomi Osaka a déclaré lors d'une interview que chaque nouveau sponsoring et les obligations médiatiques associées augmentaient la pression déjà énorme dans un sport individuel. Conséquence mesurable selon son équipe, 15% de temps d'entraînement en moins à cause des obligations médiatiques, et 3 heures de sommeil perdues par semaine pendant les tournois à cause du stress. Aussi, quand Osaka s'est retirée de Roland-Garros en 2021 car elle trouvait insurmontable la pression des conférences de presse, Nike a dit soutenir et reconnaître son courage. Mais financièrement, ça leur a coûté plusieurs millions de dollars de perte d'exposition. Et du côté de la France maintenant, comment ça se passe? Teddy Riner, par exemple, à ses débuts, galérait pour financer ses déplacements, ses stages. Aujourd'hui, avec Adidas, EDF et autres sponsors, il peut se concentrer à 100% sur ses perfs. Même chose pour Clarissa Abguenenou, qui expliquait récemment comment le sponsoring l'avait aidé à se professionnaliser. Accès aux meilleurs préparateurs, nutrition optimisée, récupération, matériel, tout ce qu'elle n'avait pas à 20 ans quand elle pointait à Pôle emploi entre 2 entraînements. Maintenant, vous devez probablement vous demander pourquoi les marques investissent-elles autant? Parce que le sponsoring sportif active des mécanismes psychologiques puissants. Voyons cela en détail. L'identification émotionnelle tout d'abord. Quand vous regardez Nadal jouer avec sa montre Richard Mille à 800 000 €, votre cerveau associe inconsciemment performance et produit. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo en marketing sportif. C'est-à-dire lorsque votre cerveau associe automatiquement les qualités d'un champion, excellence, performance, à la marque qu'il porte. Par exemple, la campagne Nike avec Serena Williams qu'ils ont faite sur la discrimination a généré plus de 31% de ventes sur les vêtements féminins grâce à la connexion émotionnelle qu'elle a créée. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab? Changing her sport? Landing a double cork 1080? Or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Deuxième mécanisme, la répétition subliminale. En moyenne, un logo sponsor apparaît 847 fois pendant un Grand Prix de F1 selon une analyse Mediascope. Votre œil l'enregistre même sans attention consciente. Et pour terminer, le timing d'exposition. Les sponsors paient plus cher les moments de haute émotion. Victoire, défaite, record battu. Pourquoi ? Parce que votre état émotionnel amplifie la mémorisation des marques présentes. Red Bull, par exemple, l'a bien compris. Ils sponsorisent les sports extrêmes pour associer leur marque à l'adrénaline pure. Mais attention, tout n'est pas rose. Les clubs sont sous pression pour sécuriser des revenus. Ce qui a conduit à une baisse des prix de sponsoring allant jusqu'à 40% dans certains sports. Résultat, des accords avec des sponsors plus controversés, comme des sites de paris sportifs, des crypto-monnaies ou des régimes étatiques autoritaires. La FIVB, par exemple, travaille avec OneBet. La F1 avec Crypto.com. Et l'Arabie Saoudite investit massivement dans le golf et le football. Ce qui soulève une question éthique. À partir de quand l'argent compromet-il l'intégrité du sport? C'est le grand débat de notre époque. Et à l'autre bout du spectre, loin des deals à plusieurs millions, il existe une toute autre réalité beaucoup plus discrète. Et pourtant essentielle à la survie du sport au quotidien. Parce que si les grands événements sont des rouleaux compresseurs sponsorisés, il ne faut pas oublier que la majorité des événements qui se tiennent en France reposent sur un modèle beaucoup plus fragile. Des tournois régionaux de judo, de gymnastique, des matchs de handball de National 1, des compétitions de roller artistique ou d'escalade en salle. Sans les sponsors locaux, ces événements n'existeraient tout simplement pas. C'est souvent une PME, une entreprise familiale, comme le garage du coin, la boulangerie du village ou une petite boîte de BTP. Ce n'est certes pas du sponsoring glamour, mais c'est ce qui fait que la compétition peut avoir lieu, que les jeunes peuvent s'inscrire, que la salle est chauffée en hiver et qu'il y a un podium à la fin. On parle là parfois seulement de quelques centaines d'euros, mais pour eux, c'est vital. Et le contraste avec les gros événements mondiaux est parfois cruel. D'un côté, les JO avec leurs millions de dollars, leurs sponsors officiels mondiaux, et de l'autre, des bénévoles qui montent un tournoi sur leur week-end avec une subvention de la mairie et des affiches imprimées maison. Dans ce contexte, la transparence devient la clé.
Les fans, même ceux qui suivent des sports moins médiatisés, sont plus sensibles à la cohérence entre les valeurs d'un sport et celles de ses sponsors. Un club de rugby local qui se fait sponsoriser par une plateforme crypto douteuse, ça pose question. A l'inverse, par contre, un partenariat entre un club d'athlétisme et un producteur bio du coin, ça peut renforcer l'image du club. Et il existe aussi des disparités selon les régions. Un tournoi en Auvergne, par exemple, galère plus souvent à boucler son budget que son équivalent en Île-de-France ou en PACA. Pourquoi ? Parce que l'accès aux sponsors dépend directement de la santé économique locale. Donc oui, le sponsoring est une question de stratégie, de cohérence, mais aussi parfois de survie pour les structures les plus fragiles. Au final, vous l'aurez compris, le sponsoring, c'est bien plus qu'un échange financier. C'est un écosystème psychologique, économique et maintenant éthique qui redéfinit le sport moderne. Mais un sponsor peut bien investir dans le meilleur équipement, la meilleure préparation. Face aux conditions extrêmes, même le matériel le plus cher ne peut rien contre la physiologie. Ce qui m'amène à cette question. Comment l'environnement, la chaleur et l'altitude influencent-ils les performances? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la Minute Science. Prenons l'US Open de 2025 avec une température record de 38 degrés Celsius, une humidité à 85%. Quelles sont les conséquences physiologiques mesurables? En temps normal, pour éviter la surchauffe, le corps humain se met à produire de la sueur. Par temps sec, cette sueur s'évapore de la peau, ce qui permet de refroidir le corps. C'est un peu comme un système de climatisation interne. Cependant, lorsque l'air est saturé d'humidité, ce processus d'évaporation devient beaucoup moins efficace. Le corps a beau transpirer abondamment, la sueur reste sur la peau au lieu de s'évaporer. Le refroidissement ne se fait plus correctement et la température corporelle se met alors à grimper dangereusement. Cette augmentation de la température corporelle a des conséquences directes sur le cerveau et sur le système nerveux. La capacité de l'athlète à penser clairement, à prendre des décisions rapidement et à coordonner ses mouvements s'en trouve grandement altérée. Le temps de réaction ralentit, la précision des gestes diminue et la prise de décision cruciale dans le sport de haut niveau est compromise. En somme, la chaleur et l'humidité ne sont pas seulement un inconfort, elles peuvent physiquement limiter les performances et la lucidité d'un athlète. Et en altitude alors? Par exemple, aux Jeux de Mexico en 1968. À 2240 mètres, l'altitude de Mexico par rapport au niveau de la mer, l'oxygène disponible diminue de 25%. Les performances d'endurance baissent de 8 à 15%. Mais les sports explosifs bénéficient de 7% de moins de résistance aérodynamique. C'est pour ça que lors de ces JO, Bob Beamon a pulvérisé le record du saut en longueur. À Monza, en F1, c'est exactement l'inverse, avec 162 mètres seulement. La densité de l'air permet de 1 à 3% de plus de performance moteur. Mais l'humidité lombarde, souvent de 70% et plus, complique la régulation thermique des moteurs et peut donc créer des problèmes de refroidissement moteur. Les écuries Mercedes et Ferrari l'ont bien compris et ont créé des systèmes de refroidissement spéciaux pour Monza. Bref, chaque degré, chaque pourcentage d'humidité, chaque mètre d'altitude modifie la biochimie de la performance. Et voilà pour ce premier épisode. On a vu que derrière chaque événement sportif, il y a tout un écosystème où se mêlent finance, psychologie, physiologie et maintenant aussi éthique. Les sponsors ne financent pas que du spectacle. Ils façonnent l'évolution du sport lui-même. Les athlètes naviguent entre opportunités financières et pression psychologique dans un équilibre de plus en plus fragile. À vous maintenant, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous de ces sommes parfois faramineuses investies par les sponsors? Est-ce justifié selon vous? Ou cet argent devrait-il aller davantage vers le sport amateur? Dans le prochain épisode, on plongera ensemble dans un mystère de l'athlétisme. Pourquoi certains records mondiaux n'ont pas bougé depuis les années 80? Saut en longueur, lancer de marteau, 400 mètres féminin. Et vous allez voir, ce n'est pas qu'une question de talent. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.